nous sommes là pour passer un moment agréable de convivialité et d'échanges érudits. Je suis très heureuse de me retrouver aux archives départementales avec un certain nombre d'amis, qui ont travaillé avec moi dans ces lieux pendant plusieurs années. Je suis très heureuse aussi de pouvoir parler ou reparler d'une de mes héroïnes fétiches. Là aussi, certaines peut-être m'ont entendu parler d'elle, à savoir l'illustrissime Fortunée Briquet. Illustrissime poétesse, tout le monde la connaît, illustrissime auteur d'un dictionnaire qui a fait sa gloire, au moins en dehors des frontières du Poitou et de la France. Fortunée Briquet, comme le montre ma première diapositive, est née à Niort en 1782 et elle y est morte en 1815. Donc, je vous entraîne ce soir sur les traces d'une femme de lettres, parlant de femme de lettres, depuis un observatoire qui n'est pas célèbre pour les écrivaines qu'elle a produites, à l'exception peut-être de Madame de Maintenon, la ville de Niort, et ce qui va me pousse à m'interroger d'une part comment une jeune niortaise a-t-elle pu acquérir une telle gloire à l'époque révolutionnaire et du temps des aigles. Je dis tout de suite que ces poésies ont été traduites en italien, en allemand et en anglais. Et d'autre part, je tiens à dire tout de suite, pour bien situer l'étrangeté d'une femme extrêmement célèbre en son temps et passablement oubliée aujourd'hui, elle est l'auteure de ce dictionnaire, publié à Paris en 1804, un dictionnaire qui comporte 564 notices bio-bibliographiques de femmes écrivaines ou ayant soutenu, financièrement ou autre, des hommes ou des femmes de lettres. Si tout de suite, sans tenir compte de mes notes, je vous demande que tous ensemble, on énumère 20 à 50 femmes de lettres francophones ayant été publiées avant 1804, je pense que nous toutes et tous, en mettant ensemble tous nos savoirs, on arrivera à une trentaine de noms. Elle est arrivée à 564 noms d'écrivaines ou apparentées. Et donc, vous vous rendez compte de l'étrangeté d'une femme méconnue ou à peu près méconnue aujourd'hui et qui a offert aux féministes françaises, mais d'abord surtout aux féministes anglo-saxonnes, un réservoir de noms et de renseignements biographiques et bibliographiques ou puisés pour entretenir la mémoire des femmes. Donc c'est de cette panégyriste des femmes et de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle peut dire des écrivaines poitevines ayant publié ou ayant écrit avant 1804 qui va m'amener à évoquer avec vous, de manière tout à fait classique, mais je crois nécessaire, quelques éléments biographiques là concernant, puis quelques coups de projecteur sur certaines de ses œuvres, et on finira, si vous le voulez bien, sur les 30 femmes poitevines ayant écrit avant 1804, qu'elle met en liste, qu'elle analyse, qu'elle étudie. On va le voir de façon très disparate, très inégale en qualité et en quantité, mais qui figure dans son dictionnaire. Alors, le premier axe classique, banal, c'est, disais-je, ces quelques éléments biographiques. Mais avant d'aborder ce point, je souhaiterais que les unes et les autres, vous ayez pris la peine
de lire la page de titre de ce fameux dictionnaire, car j'ai donné le chiffre de 564 et quelques d'ailleurs, je vais revenir tout à l'heure, femmes de lettres, mais l'ambition de Fortuné se lit aussi dans l'idée, dans le titre qu'elle donne à son ouvrage, un dictionnaire à la fois historique, vous lisez avec moi, littéraire, alors historique ça veut dire qu'il y aura des éléments biographiques, littéraire, il y aura la liste des œuvres connues de ces femmes, mais aussi il y aura, chose qui la distingue des autres auteurs de dictionnaires de l'époque, il y aura des analyses critiques au moins d'une partie des œuvres, d'une partie des femmes qu'elles mettent en liste. Il y a donc un dictionnaire qui est bio-bibliographique, et vous voyez le mot bibliographie. Vous notez aussi qu'il s'agit de ne mettre en liste et d'étudier que des Françaises ou des étrangères naturalisées en France. Donc, c'est exclusivement un dictionnaire de femmes de lettres francophones que nous offre Fortuné-Briquet, à une époque où existent par ailleurs des dictionnaires de femmes célèbres qui comportent des écrivaines anglaises, allemandes, italiennes, aux côtés des françaises. Donc il y a là une restriction de son champ d'études et qui rend encore plus extraordinaire le chiffre qu'elle peut atteindre. Connues par leurs écrits, mais aussi par l'aide qu'elles ont pu apporter à la publication et à la diffusion des lettres. Vous lisez en gros, et l'éditeur, donc Fortuné-Briquet, a dû faire très attention à choisir le type et le format de caractère, l'ouvrage est dédié au premier consul. Et même si vous connaissez peu de choses de l'histoire consulaire et impériale, de l'histoire des femmes à l'époque consulaire et impériale, vous savez qu'avec le Code civil notamment, qu'avec les hésitations de Bonaparte pour retirer aux femmes et aux hommes, mais surtout aux femmes, le droit au divorce, on peut difficilement penser que le Bonaparte ait été un féministe. Et donc, vous sentez tout de suite, c'est pourquoi je prends la peine de détailler avant tout autre discours cette page de titre, les tiraillements, les incertitudes, les difficultés qu'il peut y avoir pour une femme de cette époque, d'écrire un monument en l'honneur des femmes, une œuvre donc féministe, au sens que je donne au mot féministe, c'est-à-dire un monument égalitariste, et qui en même temps offre son livre, dédie son livre à Bonaparte. Vous lisez aussi que Madame Fortuné B. Briquet fait précéder son prénom et son nom par un Madame, ce n'est plus une citoyenne. On reviendra sur les difficultés qu'elle éprouve dans son dictionnaire à reconnaître ou non l'appartenance à l'aristocratie, au tiers-état ou éventuellement à la bourgeoisie de tel ou tel de ses notifiés. Vous notez aussi qu'elle-même est d'une certaine manière en train de basculer, car si ses premiers écrits sont attribués à la citoyenne Briquet, là, elle se part du titre de Madame. Donc, j'espère vous faire sentir tout de suite que nous sommes en 1804, au lendemain de la Révolution française, que la sensibilité républicaine de notre Fortuné est indéniable, mais que sa sensibilité à l'égard de Napoléon va être de plus en plus reconnaissante. Avait-elle le choix d'agir et de penser autrement? On en discutera tout à l'heure. Intéressant pour terminer que son livre est accompagné, sa page de titre est ornée d'un exergue, les âmes, non, oui c'est bien ça, non point de sexe, une citation erronée, je vous le dis tout de suite, hein, c'est une adaptation d'un bout de phrase dans la Nouvelle Héloïse, mais qui en fait est tirée de l'Apologie des dames
de Madame Gallien ou éventuellement du grand féministe français Poulain de la Barre du XVIIe siècle, et elle dit que c'est Rousseau. C'est-à-dire que notre féministe se protège avec un double parapluie, ombrelle, parasol, je ne sais pas comment il faut dire, celui que lui tendrait Napoléon et le second, notre Jean-Jacques, qui lui aussi n'est pas trop renommé pour son féminisme, même s'il a eu énormément de succès auprès des femmes de ce temps. Alors, dire tout ça, c'est vous obliger les unes et les autres à penser la complexité de l'analyse que nous allons tenter de la vie et des œuvres de cette Fortuné Briquet. Un monument à un moment bien précis et un monument qui va essayer de ménager la chèvre et le chou, les ambitions impériales d'un homme et par ailleurs une sensibilité républicaine et égalitariste évidente. Alors, quelques éléments biographiques, je vais être rapide car tout cela est bien résumé dans les nombreux articles que j'ai écrits sur Fortuné Briquet et notamment dans la réédition récente, elle a 2 ans, que j'ai donnée de ce dictionnaire, et je répondrai à vos questions. Je dirais seulement qu'elle est baptisée, alors intéressant, on est à Niort, de communautés, peut-être des ascendants parpaillots, mais elle-même est baptisée à la paroisse Notre-Dame. Et lorsqu'elle parle de certaines grandes dames protestantes calvinistes du temps des guerres de religion, elle n'hésite pas à parler de la secte des protestants. Donc là aussi, il y a des problèmes qui ne sont pas totalement résolus, d'ailleurs, dans ma tête. Je saute la 2e ligne, ouverture de l'école centrale de Niort. Nous allons voir que c'est ancêtre de nos lycées. Il n'y a pas d'équivalent à Poitiers à la même époque, va être la première scène sur laquelle notre poétesse va pouvoir s'exhiber et lire ses premiers vers. Je dis tout de suite que lorsqu'elle se marie en 1797, c'est un tendron avec un homme qui a 20 ans de plus que lui. Cet Hilaire Alexandre Briquet est lui-même professeur de belles-lettres à l'école centrale de Niort et c'est l'ancien vicaire épiscopal constitutionnel de l'évêché de Poitiers. Donc, 15 ans, elle épouse un homme âgé, un homme qui est très connu, y compris d'un des grands écrivains de l'époque à Poitiers, Félix Faucon, que Marjorie Alaphilippe, ici présente, connaît bien. Ils ont des échanges entre eux, d'épigrammes, de poésie, et Hilaire Alexandre Briquet se déprétrise et épouse une jeunesse. Une jeunesse qui, dès 1797, je disais qu'elle a 15-16 ans, publie des vers dans l'almanach des Muses des Deux-Sèvres, fondé par son mari, l'ancien prêtre, l'ancien père Briquet. Un mariage sans doute heureux, au moins dans ses débuts. Un enfant naît Apollin qui, dans les annales historiographiques de notre région, est un personnage tout à fait important, puisque c'est un des premiers archivistes qui a été nommé sous le Second Empire, et son retour à Niort a permis les premiers classements des archives municipales de la ville de Niort. Alors Apollon, tout le monde file des vers et tout le monde manie la lyre, évidemment, dans le ménage Briquet. Alors, quelles sont ces premières œuvres de notre Fortuné Briquet? Je le disais, ce sont des vers qui sont publiés dans cet almanach des Muses dont vous voyez ici un exemplaire avec une très belle page frontispice et la page de titre.
Intéressant d'ailleurs de voir que ce frontispice, c'est l'union de Chronos et de Polymnie, déesse de l'art lyrique, et que l'on peut très bien y voir ce qu'ont fait d'ailleurs certains autres poètes niortais de l'époque. On peut y voir l'union entre le vieillard, qui n'est pas très vieux quand même, qui est notre Briquet, et la jeune Fortunée. Donc tout ce monde vit et pense néoclassique, à Lupin-d'Art, à l'Anacréon, etc., etc. Et cette atmosphère niortaise propice au développement des lettres et notamment propice au développement intellectuel de Fortuné mérite attention. J'ai essayé de creuser un peu la chose. C'est l'époque où il y a de grands peintres à Niort comme Bernard d'Agessy. Je fais un coup de pub pour une amie. Il y aura dans quelques jours l'inauguration de l'exposition en l'honneur de Bernard d'Agessy, premier fondateur du premier musée dans nos régions, et lui-même grand peintre néoclassique. Mais Niort est une ville en ébullition intellectuelle, avec des cercles nombreux de discussions, de débats, et où il y a, avant même la Révolution française, une bibliothèque ouverte au public, et c'est aussi le lieu de concentration des bibliothèques monastiques et aristocratiques qui ont été pillées ou séquestrées ou récupérées, vous emploierez l'adjectif qui vous convient, ce qui veut dire, c'est une parenthèse, penseront certaines ou certains, que lorsque notre Fortuné va essayer de compiler des ouvrages écrits par des femmes ou écrits à propos des femmes, elle a à l'école centrale à la fois des livres, une bibliothèque de l'école centrale et toutes ces bibliothèques qui ont été séquestrées dans la région. Amusant et intéressant de voir que les premières publications de Fortuné, je le disais, dans l'almanach des Muses des Deux-Sèvres, ce sont non seulement des petits épigrammes, acrostiches, bourrimés, des petites choses de 4, 5, 6 vers, quelquefois un sonnet, mais tronqué, mais c'est aussi, et c'est un élément qui surprendra certaines et certains, moi en tout cas ça m'avait surprise, elle est l'auteur de 3 calendriers successifs. Qui dit almanach, dit des renseignements de toutes sortes, les dates des foires, les noms des juges, les lieux où se trouvent les notaires, etc., etc. Mais on y trouve toujours, c'est ça qui est très important dans un almanach, on y trouve un calendrier. Et ce sont des calendriers républicains que va nourrir notre Fortuné Briquet et qu'elle va nourrir avec, comme Fabre d'Églantine, une invention personnelle où va se révéler ses talents de botaniste sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Le premier calendrier, vous pouvez le voir, c'est le premier jour, Sauge des bois, et Didyme, Gymno, etc. Je n'ai pas de grandes compétences en botanique, heureusement qu'il y a une fleuriste dans la salle qui saura me dire exactement ce que ça veut dire. Il y a là quelque chose d'autant plus curieux et intéressant que l'année suivante, c'est un autre calendrier qu'elle va proposer, et là, chaque jour de l'année va se voir attribuer non pas un nom de saint ou de sainte comme dans les calendriers liturgiques habituels encore en usage aujourd'hui, il y aura pour chaque jour le nom d'une écrivaine. Et très intéressant pour notre propos d'aujourd'hui, la première écrivaine qu'elle attribue au premier jour de l'année, c'est Radegonde, sainte Radegonde pour certains ou certaines, qu'elle nomme, auquel elle attribue un siècle, donc elle fait œuvre d'historienne des femmes, et en plus, de façon raccourcie, puisque là, très très peu de place, la dernière colonne, elle va la remplir en indiquant
les œuvres ou les types d'œuvres par lesquelles ces femmes se sont fait connaître. Alors, Radegonde, aujourd'hui, certaines la connaissent mieux que moi. C'est une grande épistolière. C'est aussi une femme qui a encouragé et a été en correspondance avec de grands théologiens comme Fortunat, Césaire, mais aussi d'autres fondatrices d'ordres religieux comme elle-même l'a été en fondant l'abbaye Sainte-Croix, et donc on lui donne le titre d'œuvres diverses. Et ensuite, on a Bodonivi, la première grande femme de lettres de notre région, reconnue comme telle, auteur de la biographie de Radegonde, et on a Histoire, etc., etc. Alors, c'est comme ça qu'elle fait donc ses premières gammes dans dans les lettres poitevines et nationales, voire internationales. Ça veut dire qu'à 16-17 ans, elle est déjà capable d'aligner 365 plus 4 ou 5 jours, donc non, pardon, une femme de lettres pour chacune de ces jours. Intéressant de relire de près ces calendriers, celui qui concerne les femmes, les Françaises célèbres par leurs écrits que vous venez de voir, auquel succédera d'ailleurs un 3e almanach consacré aux femmes artistes, bâti sur le même modèle, avec cette déclinaison en plusieurs colonnes. Une première colonne donnant le patronyme et éventuellement l'initiale du prénom, quand on le connaît, de la femme concernée, le siècle où elle a produit ses œuvres, et puis ses ouvrages. Il y a aussi, et c'est très intéressant de notre point de vue, et ça l'est plus particulièrement pour nos collègues historiens et historiennes de la littérature, comment classait-on les genres littéraires à l'époque révolutionnaire et sous l'Empire? Fortuné-Briquet nous offre une typologie que je ne vais pas détailler, que j'ai essayé de concentrer, de réarranger avec des rubriques consacrées à l'histoire, mais qui peuvent réunir des souvenirs, des mémoires, des lettres, etc., etc. Philosophie, poésie, roman, médecine, musique, mathématiques, physique. Rien qu'à lire ce premier almanach des femmes célèbres publié à Niort, on se rend compte de deux choses: l'immense savoir de Fortuné-Briquet et, d'autre part, l'immensité des capacités des femmes, puisque c'est tous les domaines de production littéraire qui se trouvent énumérés dans la typologie de notre Fortuné-Briquet. On peut développer davantage, mais j'y reviendrai tout à l'heure, sur les siècles qu'elle privilégie. Mais les siècles qu'elle privilégie, c'est les siècles qu'on peut connaître à cette époque. 18 femmes auteurs. Vous voyez mon embarras, j'ai mis auteur sans E, puisque elle se déclare femme auteur, comme Jean Lys et comme toutes les autres femmes de ce temps, qui se battent pour faire reconnaître leur talent et leur capacité et se faire une place dans le domaine de la littérature. Il y en a 18 qui appartiendraient au 6e, 15e siècle, mais ça fait 10 siècles, 45 du 16e siècle, 115 du 17e siècle et 187 du 18e. Intéressant, j'y reviendrai tout à l'heure, un des grands leitmotifs de Fortuné-Briquet, dans l'ensemble de ses écrits, mais c'est déjà perceptible dans ses almanachs, c'est de montrer, 1, la perfectibilité du genre humain, 2, la perfectibilité des deux sexes, et notamment des femmes, 3, montrer que plus on avance dans le temps, plus les femmes, malgré la mauvaise éducation qu'elles reçoivent, sont susceptibles de produire de plus en plus et de mieux en mieux. Enfin,
Il est évident qu'en nous offrant cette typologie et cet almanach, je le disais il y a un instant et je tiens à le répéter, elle veut faire la preuve qu'il n'y a pas de domaine où les femmes des siècles passés, c'est-à-dire des siècles antérieurs à 1804, n'aient pas fait la preuve qu'elles étaient capables d'écrire sur les sujets. Et le nombre important de théologiennes, généralement des femmes qui appartiennent ou à l'abbaye Sainte-Croix ou à Fontevraud, lui permettront, dans le dictionnaire de 1804, que les femmes, là aussi, ont mérité d'être couronnées pour la qualité et le nombre de leurs ouvrages de piété, de leurs ouvrages de spiritualité, mais aussi pour leurs ouvrages théologiques. Donc, ces almanachs sont d'autant plus intéressants qu'ils sont, comme je l'ai dit, y compris dans leurs pages, accompagnés de vers ou de poésies très courtes, mais qui, au fur et à mesure de la vie de Fortuné Briquet, vont se développer considérablement. Si je reviens aux éléments biographiques, vous avez vu qu'en 4e rubrique, première publication dans l'Almanach des Muses des Deux-Sèvres, naissance d'Apollin, mais 1801, 1802, 1803, 1804, etc., publication non plus dans des pages annuelles d'un almanach ou dans des revues, j'y reviendrai tout à l'heure, publication sous forme d'ouvrages à part entière, de poèmes ayant une quinzaine de pages, l'ode sur les vertus civiles, l'ode sur la mort de Dolomieu, tout le monde connaît ce grand chimiste, vulcanologue qui a fait l'expédition d'Égypte et qui fut un des amis proches de notre Fortuné. Donc, tout en déclinant ces différentes productions, j'espère pouvoir vous faire sentir en même temps l'ampleur de son réseau et de ses amitiés, qui ne sont pas seulement niortaises, poitevines, mais qui très vite vont devenir parisiennes, puisqu'elles montent à Paris, et c'est à Paris que les quatre grandes odes de Fortuné sont publiées parallèlement à une publication niortaise. Je ne suis pas sûre de bien me faire comprendre. Ces brochures, qui ont une trentaine de pages en général, le poème lui-même, accompagné d'une préface de Fortuné et éventuellement d'une postface louangeuse à son égard, qui dit préface, dit qu'en ce qui concerne l'ode à Dolomieu, il y a 30 pages sur les progrès de la chimie, la géologie et de la vulcanologie au cours du XVIIIe siècle. Donc vous saisissez que notre auteur est quelqu'un qui, tout en étant poétesse, a des savoirs dans des domaines qui me sont totalement inconnus, moi en tout cas aujourd'hui. Ces odes lui permettent d'acquérir une grande célébrité et elle est notamment un des piliers de deux des grands salons de l'époque consulaire, à savoir le salon de Fanny de Beauharnais, une Rochelaise sur laquelle je reviendrai, très célèbre poétesse elle aussi, et tante par alliance de Joséphine de Beauharnais. Elle fréquente aussi le salon de Madame du Bocage, qui est alors une très vieille dame, mais une des plus célèbres femmes de lettres de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et là, il faut sans doute faire peut-être un retour en arrière et tenter de comprendre les succès de Fortuné Briquet, peut-être par la qualité de ses écrits. Vous allez voir que je ne vais pas vous conseiller
de lire ce soir et de vous précipiter à lire les vers de Fortuné Briquet, fin de la parenthèse, mais on peut s'étonner aussi et surtout de son succès et on doit s'interroger, disais-je, sur le fait qu'elle a bénéficié très certainement à la fois du réseau niortais et du réseau niortais émigré à Paris, et notamment tous ceux qui gravitent autour de Fontane, lui-même poète important de l'époque, avant de devenir un des grands dignitaires de l'Empire. Alors, est-ce à cause de cela? Est-ce à cause, disais-je, de la qualité de ce qu'elle écrit? Est-ce à cause aussi de sa beauté physique que tous ses contemporains se sont plu à encenser et à décrire? En tout cas, notre Fortuné Briquet a réussi à se faire publier à la fois à Niort et à la fois à Paris. Et pas seulement de la poésie, puisque, comme vous le voyez dans la suite de ce petit récapitulatif biographique, elle va être sollicitée pour publier des articles critiques dans deux grandes revues de l'époque, à savoir la Décade philosophique et la Bibliothèque française. Des œuvres qu'elle signe Fortuné B. Briquet, le madame n'est pas présent à ce moment-là. On est encore au tout début du XXe siècle. Et dans le monde de la Décade philosophique, c'est sans doute là où elle va conforter et rencontrer des gens très importants. Je mentionnais Dolomieu, je pourrais rajouter Lebrun et Couchard-Lebrun, un des autres grands poètes de l'époque. Elle est très amie, et elle va être traduite en anglais par un certain Banks, que quelques-unes connaissent peut-être, qui a fait le voyage autour du monde avec Cook. Donc, l'intérêt de ces quelques noms que je lance à l'assistance, et je pourrais les multiplier, c'est de vous montrer que notre Nord-Thèse est au cœur d'une Europe des lettres, d'une Europe qui pense, qui écrit et qui est aussi mêlée intrinsèquement à tous les développements scientifiques de l'époque. Notre Fortuné a classé ces plantes dans l'almanach que vous avez rapidement vu tout à l'heure selon la classification de Linné, et elle fréquente le Jardin des plantes à Paris, elle fréquente des gens comme Cuvier, l'école normale de Paris et tous ceux qui, avant la fermeture des frontières aux Anglais, viennent de l'autre côté de la Manche pour fréquenter les salons parisiens. Donc, il y a là quelque chose de tout à fait étonnant et qui permet peut-être de comprendre qu'en 1804, elle publie ce fameux dictionnaire sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Par contre, et c'est là une autre des grandes énigmes, j'espère que vous sentez déjà mes propres incertitudes face à la compréhension que nous pouvons avoir du destin et des œuvres de Fortuné Briquet. Après cet extraordinaire dictionnaire, elle publie des élégies imitées de Lady Montague. Montague, c'est celle qui a fait le voyage en Turquie au début du XVIIIe siècle, très fameuse femme de lettres, mais aussi une des grandes propagandistes plutôt, de l'inoculation et de la variole. Donc, vous voyez, elle est vraiment impliquée dans tout ce qui est du développement des sciences. Et il est intéressant qu'après avoir trompetté des vers, si je peux oser ce verbe, sous forme d'ode dans les années 1801-1804, la fin de sa vie, ce sont des élégies et des élégies où la mélancolie est de plus en plus grande, et à partir de 1806, lors même que cette même année elle divorce, je ne fais pas nécessairement le lien entre les deux événements, même si toute la bonne société niortaise de l'époque a dit c'est une femme scandaleuse, donc elle ne mérite pas d'être publiée, donc elle a arrêté.
On verra que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais elle ne meurt qu'en 1815 et, à ma connaissance, elle n'a rien publié entre 1806 et 1815. Il y a donc là une fin de vie mélancolique, disais-je, et sur lequel il me faut travailler encore longuement, semble-t-il. Alors, l'almanach des Muses, je n'y reviens pas, je ne sais pas pourquoi il se retrouve ici, mais je voulais bien faire entrer dans la tête des unes et des autres que publier de la littérature à cette époque-là, c'est faire feu de tout bois. Les hommes de lettres comme les femmes de lettres, mais je pense à Voltaire, je pense à Rousseau, je pense à Bouchard-Lebrun que je mentionnais tout à l'heure, je pense à André Chénier et aux femmes qui publient des vers et autre chose autour de la famille Chénier, y compris le Chénier dramaturge. Ce sont tous des polygraphes, c'est-à-dire des gens qui font des vers, mais qui peuvent à l'occasion faire des romans, qui sont des grands épistoliers, et qui peuvent aussi produire des calendriers comme Fortuné Briquet. Donc cette polygraphie peut expliquer l'ampleur de la culture de notre Fortuné et la diversité de ses propres œuvres, et aussi l'attention qu'elle va porter à la diversité des œuvres produites par les femmes qu'elle va mettre en série. Donc revoilà la première page de l'almanach qui décline les femmes célèbres. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez déjà vu ça, je vous prie de m'excuser. Et je voulais vous montrer un petit peu comment se présentaient ces odes qui sont publiées de manière autonome dans des brochures qui couvrent 10 à 20 pages. Ode à Lebrun ou ode à Dolomieu. Le Lebrun, là, très très célèbre à cette époque-là, et je vous mets au défi de le lire. Pons, Denis et Couchard, Lebrun, à la très longue vie, ses œuvres doivent comporter quelque chose comme une demi-douzaine ou une huitaine de volumes in 12 de vers. C'est pas meilleur que ce que produit Fortuné Briquet, mais c'est pas mieux non plus. Alors, je disais que le minéralogiste Dolomieu, qu'elle semble avoir connu avant qu'il ne décède, est un personnage qui est très intéressant, mais un personnage sur lequel, ou à propos duquel, elle écrit en 16 pages une très remarquable biographie, qui est une biographie concertée où l'apport scientifique de Dolomieu est disséqué de façon très précise, mais par contre, l'ode est une sorte de longue lamentation à la façon des élégies de l'Antiquité. Et si je peux arriver à lire malgré ma bigleuserie, ça commence par « Muse d'un crêpe noire ». Alors, je ne vais pas savoir trouver le ton qu'il faut. Hein. « Muse d'un crêpe noire, entourez vos portiques, suspendez à leurs voûtres un lugubre flambeau. Ô muse, entonnez de funèbres cantiques, Dolomieu descend au tombeau ». Et vous avez quelque chose comme 20 pages qui suivent. Donc, ce n'est pas dire du mal de Fortuné Briquet de dire que c'est pas pire que ce qu'écrit Lebrun ou les autres. Mais on est très loin de ce que nous aimons chez les poètes romantiques ou même pré-romantiques comme Chénier. Alors, j'ai des collègues américaines qui se sont évertuées dans des articles extrêmement savants à montrer combien ces vers de Briquet étaient imprégnés d'un pré-romantisme évident. Bon, je vous laisse juge et je passe là-dessus. Alors, la poétesse talentueuse que je viens de décrire, mais suffisamment talentueuse, tout le monde l'a bien retenue, pour être encensée dans toutes les revues francophones européennes
de l'époque que j'ai moi-même pu consulter. C'est-à-dire que vous avez dans le Moniteur, vous avez dans la Décade, vous avez dans toutes les bibliothèques qui paraissent en Allemagne ou en France, en Angleterre, en français encore à cette époque-là, des articles faisant l'éloge de Fortuné Briquet. Et du coup, cette poétesse talentueuse, pour bien la juger ou l'apprécier, vous vous rendez compte qu'il faut faire un effort très considérable, c'est-à-dire lire de cette poésie dont la qualité me paraît souvent un peu incertaine. Poésie de Fanny de Beauharnais, de Madame du Bocage, mais aussi poésie, ça c'est un peu meilleur, de Constance de Théis, citoyenne Pipelet, future comtesse de Salm, qui font toutes et tous partie de son réseau. Alors, le goût élégiaque, le goût didactique du temps est parfaitement illustré par la poésie de notre ami Fortuné. On écrit à ce moment-là, vous l'avez compris, mais je n'ai pas encore utilisé à tort cette expression, c'est de la poésie didactique et scientifique. C'est-à-dire que les grandes découvertes en minéralogie sont mises en vers de Mirliton pour être publiées, publicisées et diffusées. Donc, poétesse de circonstance, poétesse scientifique, savante, Fortuné et tout cela, et rien que cela. Mais elle est aussi et surtout, vous l'avez bien compris, la panégyriste des femmes, et je voudrais insister quelque peu sur cet fameux dictionnaire. Alors, il y a quelques remarques contextuelles et préliminaires à faire, mais qui sont familières à la plupart d'entre vous. On met tout en dictionnaire. C'est Louis-Sébastien Mercier qui l'écrit à la fin du XVIIIe siècle. Il n'y a pas de domaine où on ne fasse pas dictionnaire. C'est la forme princeps, première, préliminaire, je ne sais pas quel adjectif trouver, à l'époque pour diffuser la science. Vous pensez évidemment toutes et tous au dictionnaire de Bell au début du XVIIIe siècle, mais vous pensez au dictionnaire de l'encyclopédie, vous pensez au dictionnaire encyclopédique et vous pensez à la flopée des dictionnaires d'hommes célèbres et de femmes célèbres qui ponctuent la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc, pourrait-on dire un dictionnaire de plus? J'ai déjà dit, cependant, que par le nombre, par son insistance et ses limites au seul domaine des femmes francophones, il y a une originalité de ce dictionnaire qui est tout à fait évidente. Intéressante, deuxième remarque préliminaire peut-être à mettre en avant, c'est le fait que, bien évidemment, ce dictionnaire s'inscrit dans le très âpre débat qui secoue à ce moment-là le monde des lettres à propos des femmes auteurs. Il n'y a pas d'écrivaine ou d'écrivain de ce temps qui, comme Madame de Genlis, comme Écouchard Lebrun, comme etc., ne prennent parti pour ou contre la capacité des femmes à écrire, pour et contre du même coup une meilleure éducation des femmes. On ne comprend rien à la Révolution française et au rôle que les femmes y ont joué si on n'a pas en tête cette poussée, cette montée en nombre des femmes, si on n'a pas en tête aussi le mouvement de résistance et d'hostilité des hommes de lettres contre cette émergence des écrivaines à cette époque-là, et donc le dictionnaire, à la suite des écrits de Pipelet, de Raoul et de bien d'autres qui sont particulièrement bien résumés et analysés dans le livre de Geneviève Fraisse consacré aux muses de la raison,
c'est une autre muse de la raison, Fortuné Briquet, et qui prend acte de cette poussée des femmes et de la nécessité de maintenir les femmes ou d'obtenir que les femmes aient un semblant d'égalité avec les hommes. Et donc, comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, la date de publication du dictionnaire en 1804, au moment où le Code civil est publié, diffusé et enferme les femmes dans une situation subalterne bien pire que celle qui était la leur sous l'Ancien Régime, c'est intéressant de voir la concomitance de cet écrit avec les débats du moment, qui sont des débats à la fois littéraires et des débats politiques, bien sûr. Alors, mettre des femmes en dictionnaire, c'est une étape indispensable. Pour les femmes, il s'agit de se compter. Pour les hommes, il s'agit de les compter. Et aussi pour les admirer, pour les ridiculiser à l'occasion ou pour faire vendre. Et là aussi, je pourrais longuement parler de ces dictionnaires de femmes du XVIIIe siècle et du premier XIXe siècle. Il y en a de féministes comme il y en a de parfaitement antiféministes, où certains, comme Rivarol, vont faire une liste des femmes, dont Briquet, pour dire ridicule, 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 en extrayant un vers ou une phrase et en disant elle est arrivée en se faisant aider par un teinturier, comme on disait joliment à l'époque, à savoir quelqu'un qui faisait ses vers ou qui, moyennant finance ou moyennant coucherie, lui écrivait ses vers. Et donc la violence des débats féminisme, antiféminisme pendant la Révolution et dans la dizaine d'années qui suit, c'est un élément très important pour mieux comprendre l'impact qu'a pu ou qu'aurait pu avoir le dictionnaire de Fortuné Briquet. Je disais qu'écrire un dictionnaire de femmes célèbres par leurs écrits, c'est aussi un moyen de vendre, puisque jusqu'alors, on avait des dictionnaires universels des hommes et des femmes célèbres, ou un dictionnaire seulement des femmes de lettres, mais européennes, américaines, etc., mélangées. Alors, le dictionnaire de Fortuné Briquet, je ne vais pas m'insister davantage, vous avez compris son ambition, vous avez noté ses contradictions, vous avez noté aussi ses limites, car elle va mettre en dictionnaire toutes les femmes alors là, je ne sais pas bien le prononcer, les femmes trouvères. Alors, je voulais le dire en occitan, je ne vais pas y arriver, donc je me tais. Et il est évident que sur Angé-Lucie de Toulouse ou Clotilde d'Arras, elle n'a pas grand-chose à dire. Et donc, elle fait une entrée à l'égard consacrée à telle ou telle de ces femmes-là pour les mentionner sans véritablement être capable de dénoncer une véritable bibliographie et encore moins d'avoir un point de vue critique à leur égard. Alors, la structure du dictionnaire, vous l'avez déjà plus ou moins compris, 564 biobibliographiques, dans l'édition originale, 35 pages d'introduction et 347 pages de notices biobibliographiques, et, comme le laissait présager la dédicace, vous avez une lettre dédicace au citoyen premier consul, où elle explique doctement que s'il veut vraiment que la France conquiert l'Europe et le monde, il faut aussi conquérir le cœur des femmes, et donc il faut qu'il soutienne les femmes et qu'il soutienne Fortuné Briquet. Une dédicace plus ou moins habile qui est assez amusante quand on sait ce que le personnage pensait de Stahl, Pipelet et les autres. C'est suivi de 2 lettres en guise d'avant-propos à une amie niortaise qui lit, qui herborise, dans lequel elle discute d'un certain nombre d'ouvrages et dans lequel elle explique la nécessité, c'est le cas de la première lettre,
de mieux éduquer les femmes, d'une part, car, dit-elle, on ne dénature point le sexe en le perfectionnant. Et aujourd'hui, ça nous paraît minimaliste comme revendication. Je tiens à préciser que jusqu'à la fin du Second Empire, la principale revendication des féministes françaises, américaines ou anglaises, c'était le droit à une éducation égale pour les femmes, bien évidemment, et qu'avant même la revendication politique, très absente pendant la Révolution française, il n'y a guère que Olympe de Gouges, qui figure d'ailleurs entre parenthèses dans le dictionnaire, a demandé l'égalité des droits pour les femmes et pour les hommes. Et la deuxième lettre est une sorte de réécriture de l'histoire de France et de toutes les grandes civilisations, où elle montre que tous les moments de gloire des civilisations, et notamment de la civilisation française, c'est celle où brillèrent les femmes. Et donc, on commence par une phrase où elle explique doctement, à partir de documents que je ne sais pas où exactement où elle a pu trouver, que les Gauloises avaient le pouvoir, que les Gauloises avaient des écoles et qu'il y avait des Gauloises druidesses, un des grands leitmotifs, grandes revendications des hommes et des femmes de lettres de cette époque-là, tout à fait en rapport avec l'actualité présente, c'est le droit au mariage des prêtres, d'une part, et d'autre part, le droit pour les femmes d'avoir des fonctions sacerdotales. Et elle passe en revue la fin du Moyen-Âge, le XVIe siècle, la Fronde, etc. Et à chaque fois, elle donne le nom des grandes écrivaines de ce temps et la gloire des Scudéry, Sévigné, etc., qui ont brillé au moins dans la première partie du règne de Louis XIV. Et elle finit sur un coup de trompette et un coup de flagornerie à l'égard de ses consoeurs femmes de lettres en disant qu'à la Révolution, les femmes reprirent leur énergie. Et tout le monde s'amusera du fait que, toujours dans cette même avant-propos, elle montre comme exemple de femmes énergiques qui ont repris et fait preuve de leur talent, d'une part Charlotte Corday, l'assassine de Marat, tout le monde la connaît, et la fameuse Cabarrus Thalien, célèbre plus pour ses toilettes transparentes que pour ses talents littéraires, même si on sait maintenant que ce fut une grande épistolière. Alors, quand je disais tout à l'heure qu'elle cherche à ménager courant républicain et courant, comment allais-je dire, impérial, j'allais dire néo-royaliste, c'est très intéressant de voir les tensions qui sont les leurs. Et elle chante le mérite littéraire de ces femmes que vous avez toutes et tous lues, bien évidemment, Jean Lys, Stahl, Flao Souza, Saint-Léon, Cotin, Kéralio-Robert, Beauharnais, Pipelet, Vieux-Bourdic, La Ferrandière, Jolivet, Dubocage, etc. Et vous avez déjà tous et toutes reconnu un certain nombre de Poitevines là-dedans, avec Beauharnais et la grande La Ferrandière. Et tout ça au nom de la perfectibilité. Alors, le disparate de l'assemblage qu'elle nous fournit ne se surprendra personne, bien sûr, à ce point de ma présentation. Si l'on regarde les premières pages du dictionnaire, ça commence par une entrée Agnès de Poitiers, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui est célèbre surtout pour son rôle politique comme impératrice d'Allemagne, comme régente, mais éventuellement aussi comme mécène et comme épistolière. Ça se continue par une certaine Madame d'Aigremont, que tout le monde a lu bien évidemment, qui était languedocienne. Alors, intéressant de voir qu'elle commence par une Poitevine, guillemets, guillemets, elle continue par une languedocienne, puisqu'elle a ce projet, cette ambition de couvrir toutes les provinces de France. Ça se continue par une Aiguillon, qui n'est pas la duchesse d'Aiguillon, fondatrice, bienfaitrice des Ursulines parties en Nouvelle-France, mais une autre que j'ai appris à connaître grâce à Fortuné Briquet. Et ça se continue
page 3, par l'une des plus grandes spirituelles de la fin du XVIIe siècle, Sainte Marguerite Marie Alacoque, une des grandes initiatives du mouvement du Sacré-Cœur et de la dévotion au Sacré-Cœur. Intéressant du même coup de voir qu'elle ne fait pas de discrimination dans son dictionnaire entre des laïques et des religieuses, des aristocrates et des prolétaires, et c'est en cela aussi que son dictionnaire paraît très intéressant. Mais si vous avez vaguement parcouru la notice d'Aigremont, elle n'a presque rien à dire sur sa vie, elle n'est pas capable de donner des dates de naissance et de mort, sauf à dire qu'elle est une des plus savantes du XVIe siècle, mais elle est capable de nous citer un certain nombre d'écrits publiés par cette dame d'Aigremont. Alors, une nouvelle parenthèse, vous comprenez pourquoi Fortuné-Briquet est si célèbre de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des étudiantes, à Rutgers, New Jersey, qui se sont mises à travailler sur Madame d'Aigremont, parce que jusqu'alors, cette Madame d'Aigremont ne figurait dans aucun dictionnaire ou aucune histoire de la littérature française, et bien sûr, et non plus que dans aucune histoire de la littérature féminine, une invention récente des années 80-90. Donc, assemblage disparate, assemblage inégal, mais assemblage essentiel, bien évidemment. Aussi, on peut comprendre et adhérer à l'idée qu'elle se fait d'avoir fait une œuvre totalement exemplaire, un ouvrage qu'elle dit national qui n'aurait jamais existé, et un ouvrage où elle prétend avoir utilisé toute la bibliographie possible. Et vous pourrez parcourir les principaux ouvrages dans lesquels elle a tiré de l'information, et donc vous retenez bien évidemment que notre Fortuné est avant tout une compilatrice des dictionnaires précédents, mais aussi quelqu'un qui a parcouru ces bibliothèques qu'elle avait à sa disposition à Niort. J'ajouterai, et c'est grâce à une personne très érudite que j'ai déjà citée, qui travaille sur Félix Faucon dans cette salle, que j'avais vu dans un certain nombre de journaux, que pour perfectionner son ouvrage, Fortuné-Briquet avait fait passer dans la DECA, dans la bibliographie française de Pougins et dans d'autres revues, des questionnaires et des demandes pour qu'on l'alimente, si je puis dire, en femmes, en biographie, en bibliographie. Or, récemment, une amie a trouvé qu'elle a écrit à un auteur érudit ayant des pouvoirs politiques dans la région et lui-même très connu au moins un temps, en lui demandant de lui fournir une liste de femmes de lettres vivantes qui mériteraient d'être ajoutées à son dictionnaire. Alors, il se trouve que ces femmes-là, elles étaient déjà présentes dans son almanach, donc elle les connaissait déjà, mais j'ai la preuve maintenant qu'il y a eu un échange entre les érudits de son temps et Fortuné-Briquet pour rendre le plus parfait possible son dictionnaire. Alors, troisième et dernier volet de ma présentation, je vais devoir accélérer un petit peu pour vous détendre. Je vous ai mis un certain nombre de portraits peints de certaines de ces écrivaines poitevines. Vous voyez que j'ai intitulé ma troisième partie « Écrivaine en Poitou » et que dans le titre de ma causerie, j'avais mis « Poitevine » entre guillemets, puisque je ne sais pas ce que c'est exactement qu'être d'ici, et notamment être poitevin, poitevine. Donc, ma définition d'écrivaine poitevine est une définition en devenir, et c'est sur ces notes d'incertitude croissante que je vais essayer de terminer ma présentation. En effet,
Bodonivi, que vous voyez en luminant une version avec miniature de la vie de Sainte Radegonde que possède la médiathèque de Poitiers. C'est sans doute, comme Radegonde, quelqu'un qui vient de Thuringe, qui était moniale à Sainte-Croix de Poitiers. Est-ce qu'on va, certains vont dire, elle a vécu suffisamment longtemps à Poitiers pour la dire poitevine. Moi, je ne suis toujours pas poitevine, non même que je suis arrivée en 1973. C'est une petite pierre que je lance à certains amis ici présents d'ailleurs. Alors, Bodonivi, thuringienne. Maintenant, ça c'est une poitevine. Hein, elle est née à Niort, au château de Niort. Mais vous savez qu'elle a pérégriné dans les Antilles et qu'elle a quand même fini sa vie à Versailles et dans les parages. Pouvons-nous la dire poitevine? Alors, la belle Gabrielle de Rochechouart-Mortemer, fontevriste, sœur de Madame de Montespan, une des plus belles femmes françaises de l'époque, elle n'est pas née en Poitou, bien évidemment, même si sa sœur, elle, serait née, c'est discuté, à Lussac-les-Châteaux. Alors, Fontevraud, est-ce que ça fait partie du Poitou, confins du Loudunais, de l'Anjou? Vous voyez la difficulté que j'ai eue à faire ma liste. Quant à la quatrième, c'est la grande Constance de Théis, future citoyenne Pipelet, enfin alors citoyenne Pipelet, puis comtesse de Salm. Il est évident que son appartenance au cercle littéraire poitevin, c'est vraiment purement par accro, parce que notamment elle a correspondu, elle a offert ses livres à Félix Faucon. Donc mes incertitudes m'ont mené à, oh là là, complètement détruite ma liste. Ça c'est marrant. Bon. Alors, je suis arrivée à une liste de 29 auteurs qui vont d'Agnès de Poitiers, Angélucie, Bodonivi, Beauharnais. Alors là aussi, même question que celle que je posais d'entrée de jeu. Vous en connaissez combien? Vous vous amuserez à voir les astérisques rouges qui sont en fin de ligne. Et ce sont les ignorances complètes de la conférencière qui sont avouées ici. Je n'ai jamais rien lu d'Angélucie et de sa sœur, qui étaient elles aussi moniales à Fontevraud et qui ont écrit d'innombrables écrits de piété. Madame de Ferrières, je connais très bien la femme du constituant pour avoir écrit des souvenirs, mais il y a une poétesse du début du XVIIIe siècle mentionnée par notre ami Fortuné Briquet, qui est peut-être une invention de sa part, ou qui est une femme qui reste totalement à découvrir. Alors Marchebrusque, je connaissais le poète Marchebrusque, ce serait sa mère, elle porterait ce nom et elle aurait elle aussi écrit des choses. Agnès Mauzé, j'y reviendrai tout à l'heure, religieuse à Richelieu, célèbre pour ses peintures, ses écrits, etc., etc. Encore une autre à découvrir. Quant à Louise Tabot de Mortemer, elle est totalement inconnue au bataillon, même si nous sommes nombreuses dans cette salle à connaître la famille Montbel de Mortemer. J'ai écrit ces noms avec l'orthographe de notre ami Fortuné Briquet, et vous avez tout de suite compris que c'est une des nombreuses difficultés de l'exploitation du dictionnaire de Fortuné Briquet, c'est d'utiliser des patronymes qui sont ou ceux du père, ou ceux du mari, ou un nom de plume, et qui sont toujours orthographiés comme ils le sont à l'époque, c'est-à-dire sans orthographe bien fixe, évidemment. Alors, on reviendra éventuellement sur cette liste, mais il y a un livre à écrire. Peut-être que dans ma troisième vie, je ferai des études approfondies sur ces différentes femmes, mais vous vous rendez compte qu'il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur lesquels je ne peux rien vous dire ce soir, sauf ce qu'en dit notre ami Fortuné Briquet. Alors, dans la liste, vous avez tous et toutes noté
la présence des notes, des fameuses Dames des Roches, et qui faisaient partie du cercle de Sévol de Sainte-Marthe, et qui, l'une et l'autre, ont écrit de très belles pièces poétiques, de théâtre, mais aussi des poésies philosophiques d'une très très grande qualité. Intéressant de noter que lorsque je suis arrivée en Poitou, personne, ou presque personne, à Poitiers, ne connaissait les Dames des Roches. Et ce sont des amis et collègues américaines qui m'ont dit « Ah, tu vas t'installer au pays des Dames des Roches ». Alors j'ai lu à fond les Dames des Roches et j'en vous en conseille vivement, vous aussi, la lecture. Je note la présence dans le dictionnaire de Fortuné Briquet d'une autre très célèbre écrivaine, Madame Marie Moreau-Monet, qui est une des rares femmes de lettres dramaturges du XVIIIe siècle, elle aussi, aujourd'hui, très bien étudiée. Voilà l'Agnès Mauzé de Richelieu, à laquelle notre Fortuné consacre plus d'une demi-page, et je n'ai aucune idée d'où elle tire son information, car notre Agnès Mauzé ne figure dans aucun des dictionnaires que Fortuné elle-même a utilisés. Donc là aussi, à votre bon cœur, monsieur, dame, vous avez compris que ma conférence est un étalage d'ignorance et aussi une demande expresse de savoir nouveau. Intéressant, et je vais bientôt finir, de comparer, là aussi, je ne sais pas pourquoi, la clé USB se comporte bizarrement quand elle arrive sur l'ordinateur des archives, de comparer les listes de Briquet avec celles fournies par d'autres compilateurs d'écrivains ou d'écrivaines en Poitou. Alors, j'ai mis là les auteurs, autrices qu'il faudrait ou découvrir, redécouvrir ou creuser. Alors, Madame de la Série a écrit des Nouvelles Vendéennes, une pièce de théâtre. Elle vivait du temps de Fortuné Briquet. Avez-vous des informations sur elle? À comparer donc cette liste avec celle que fournit la bibliographie poitevine d'Augustin de la Bourralière, un très célèbre président de la Société des antiquaires de l'Ouest et très célèbre bibliophile. Il ajoute à la liste de Briquet une Marie-Olive Dupuis dont je ne connais rien. Il estime que la femme du terroriste Piori mérite d'être connue par ses talents et il a l'intelligence et la force d'inclure dans sa bibliographie poitevine des ouvrages collectifs ou des ouvrages anonymes, ce que Fortuné Briquet ne fait pas, et notamment les lettres circulaires de communautés religieuses, une lettre de conversion, des lettres assez drôlatiques que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir, une lettre de Fontenay-le-Comte à un curé, auteur d'une chanson contre les chapeaux par les Dames de Fontenay. À comparer aussi avec les Saintongeaises mises en liste par la biographie saintongeaise de Ringuet, et un rapide coup d'œil sur ces 3 paragraphes vous montre que, comme moi, Briquet, Bourralière, Ringuet ont une définition du Poitou particulièrement extensible, et sans doute doit-on accepter que soit incluse dans notre dictionnaire, comme le fait la Bourralière, non seulement les 3 départements couvrant l'ancien diocèse de Poitiers, mais aussi l'Aunis, mais aussi une partie de l'Angoumois. Vous avez vu que dans ma liste d'autrices poitevines, j'ai indiqué la grande Marguerite de Valois, sœur de François Ier. Alors, je terminerai cette très, très bref et trop superficiel survol en vous offrant à lire les dernières lignes d'une lettre envoyée par Fortuné à son mari en l'an 13, où elle lui dit son amour, où elle lui dit aussi son affection à l'égard de Racine, de Corneille, et à l'égard de leur petit garçon Apollin.
Je ne suis pas graphologue et je ne voudrais pas devenir d'ailleurs. Peut-être certaines auront une idée de ce type d'écriture qui me paraît assez particulier et assez rare au début du XIXe siècle. Je terminerai par la postérité de Fortuné Briquet et une interrogation supplémentaire que je m'adresse et que je vous adresse, c'est pourquoi Fortuné est tombée dans un tel oubli. C'est une femme scandaleuse, disais-je, car pour une partie des gens bien pensants de New York, encore aujourd'hui, le fait qu'elle ait épousé un ancien prêtre la taxait d'ignominie et de dépravation. Elle écrit de la poésie qui est très datée, j'ai essayé de le rappeler tout à l'heure, mais c'est aussi son malheur, c'est celui d'avoir écrit au début du XXe siècle, le siècle qui a été le plus dur pour les femmes, tant au point de vue politique, économique, que d'une certaine manière littéraire. Et la haine des bas-bleus que l'on trouve répandue dans la presse de ce temps, je crois qu'on la trouve très bien résumée dans cette petite remarque de l'immense Henri Clouzot, libraire, éditeur, bibliophile, auteur, historien, qui, sous le nom d'Henri Plick, a écrit des portraits à la plume plus sauvages les uns que les autres à l'égard des femmes écrivaines. Et quand il essaye de définir et Fortuné Briquet et sa prose, voilà ce qu'il nous dit. Elle a eu son roman, elle aussi, notre petite compatriote, et même son heure de célébrité. Un petit bout de bas bleu. Vous voyez le côté porno de toutes les remarques qui sont adressées aux grandes George Sand et autres de l'époque. Très foncé, le bas bleu. Dépasse sous la tunique antique. Ô petites femmes, laissez à l'homme le travail inquiet de la pensée. Merci beaucoup.